Donc, dans le cadre de cet entretien avec le magazine Émergence, je remercie au passage de l'opportunité. J'ai essayé de donner mon point de vue sur la situation économique de la Mauritanie, qui aujourd'hui est dans une phase transitoire extrêmement importante de son évolution économique, politique et sociale. C'est très important ce que vous venez de dire, parce que souvent, on a la même question en Mauritanie par rapport au même secteur. Vous savez, le potentiel économique mauritanien est beaucoup plus large et beaucoup plus important que les secteurs classiques qu'on a souvent l'habitude de mettre en avant. Pourquoi? Parce que ce sont les plus visibles. L'énergie, avec effectivement l'immense potentiel, non seulement avec le gaz, avec le pétrole, etc., mais aussi avec l'énorme potentiel que nous avons en énergie renouvelable, notamment les opportunités de l'hydrogène vert, l'énergie éolienne, qui est extrêmement importante parce que nous avons l'un des gisements les plus importants dans le monde en termes d'énergie éolienne pour la production d'électricité et au-delà. Et nous avons aussi d'autres sources d'énergie électrique renouvelable, comme le solaire. On s'en plaint tous, mais on peut le convertir en opportunité. Et aussi, nous avons l'énergie électrique marémotrice qu'on peut faire des grandes centrales électriques avec la grande houle que nous avons et qui nous pose aussi des problèmes, qu'on peut convertir en opportunité et devenir un exportateur net d'électricité dont tout le monde a besoin. Il y a aussi beaucoup d'autres opportunités dans d'autres secteurs. Il y a peut-être même des opportunités dans des secteurs que je n'imagine pas moi-même actuellement. Mais je pense qu'au lieu de rester sur une position statique, passive, où on continue à citer les secteurs qui existent, on doit mener des études structurelles importantes d'analyse des opportunités de développement, les niches potentielles dans les différents secteurs, non seulement ceux que nous connaissons déjà, mais ceux qui peuvent receler notre économie et que nous ne connaissons pas. Donc, il faut vraiment faire une étude, comme on dit, une étude aveugle, sans a priori, sans parti pris, et voir qu'est-ce qu'on peut faire en Mauritanie avec l'immense potentiel que nous avons. Et nous avons un vaste territoire. Nous avons effectivement des ressources halieutiques qui sont extrêmement importantes, mais il faut savoir que c'est des ressources qui sont extrêmement fragiles et que ce n'est pas la panacée. Les mines, nous avons un énorme potentiel minier, encore peu connu, peu exploré. L'agriculture, n'en parlons pas parce que notre agriculture n'est pas exploitée à 5% de son potentiel. Alors que tout le monde a besoin de se nourrir et de se nourrir un produit de qualité. Et nous avons la possibilité de développer un potentiel bio pour notre agriculture qui va être exporté vers tous les marchés mondiaux. Nous avons aussi notre énorme potentiel de bétail qui nous permet de développer toutes les filières animales avec tous les sous-produits qui peuvent être imaginés. Et tout ça mérite quand même une réflexion d'ensemble. Nous avons déjà la SCAP, qui est une stratégie assez bonne, avec tous les programmes les programmes de mise en œuvre. Et je pense aussi que cela doit être mis en corrélation avec ce que je viens de dire en introduction, c'est-à-dire que l'ASCAP et les stratégies que nous développons actuellement, nous les faisons à partir de notre connaissance de notre économie. Et ce n'est pas suffisant. Peut-être qu'il y a des choses qui nous échappent. Je propose que la prochaine SCAP, elle soit faite sur la base d'études structurelles importantes, stratégiques, qui vont nous dire vraiment qu'est-ce qu'on peut faire en Mauritanie. Et étudier avec un peu de benchmarking quelles sont les erreurs que les autres ont faites avant nous, qu'on peut éviter. Quels sont les success stories qu'on peut développer et qu'on peut améliorer chez nous, etc. Donc, vraiment, il faut faire ces études-là avant de faire la prochaine version de notre stratégie de développement. Et là, il y a une opportunité qui se présente. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2019, le programme quinquennal du président de la République est devenu un plan d'action pour le développement économique et social.
Et à ce propos, actuellement, on est à la veille des élections présidentielles. Donc, on est à la veille d'un nouveau programme. Je pense que c'est une opportunité de mener ces études-là en début de ce mandat et de revoir la stratégie, la SCAP, en fonction de cela. Et justement, à partir de là, voir tous les secteurs, toutes nos opportunités, faire des choses vraiment en connaissance de cause et explorer toutes nos possibilités de développement. Vous savez, le secteur privé mauritanien est extrêmement agile, dynamique et adaptable. Encore faut-il vouloir le faire. Donc, si on reste à la passive, comme je dis toujours, à dire voilà notre secteur, il est là, notre secteur privé, il est ce qu'il est, on fait ce qu'on peut faire avec, on dit non. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et il faut adapter notre secteur privé à ce qu'on veut faire. Le secteur privé mauritanien a besoin d'accompagnement, d'encadrement. Et c'est ce qu'il faut faire. Je pense par exemple à des initiatives comme l'initiative qui a été faite par la SFI et d'autres bailleurs de fonds au début des années 2000 qui s'appelait APDF, Africa Project Development Facility, qui est un projet qui couvrait les 19 pays d'Afrique subsaharienne et qui accompagnait le secteur privé justement à améliorer ses capacités en termes d'identification des opportunités d'investissement, à comment porter un projet, comment faire des études de faisabilité, comment chercher des financements, comment faire des partenariats et surtout comment sortir de l'informel vers le formel en amenant les investisseurs et les hommes d'affaires à se regrouper pour créer des économies d'échelle, créer des ensembles économiques à partir de métiers qui étaient avant disparates, qui étaient souvent des affaires personnelles, etc. Mais pour cela, il faut vraiment une politique entière axée sur le développement du secteur privé, entreprise par le gouvernement. La PIM, l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie, est une excellente initiative. Elle a fait un excellent travail. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment une réflexion qui va au-delà de ce que la PIM a fait. C'est un bon socle. Et à partir de ce socle, il faut construire quelque chose de plus ambitieux. Parce que souvent, en Mauritanie, on manque d'ambition. On a toujours peur des grands montants, on a toujours peur des grandes échelles. Alors que c'est pas ça. Ce qui attire les investisseurs, justement, c'est ces économies d'échelle dont on a peur. Un grand projet va plus attirer des investisseurs étrangers que des petits projets qui ne vont pas aller trop loin. Donc c'est vraiment, il faut réfléchir grand pour pouvoir arriver à faire quelque chose et attirer des investisseurs. Mais ce que vous me dites là, vous me dites que oui, parce que on a une tradition de négociants. Parce que nous étions des négociants, nous faisions tous le négoce. C'était les caravanes qui traversaient le désert à dos de chameaux, etc. Ils ont évolué un peu. Maintenant, ils prennent les bateaux, les avions, les voitures. Mais si on garde la même mentalité, on ne peut pas évoluer. Et si on continue à dire oui, on a une étiquette, on est commerçant, on ne peut pas faire mieux. Non, il faut amener nos commerçants à être des industriels, à être des investisseurs. Et le grand problème structurel de la Mauritanie aujourd'hui, c'est un problème de ressources humaines. Ressources humaines en qualité, en quantité. Et quand je dis en qualité, c'est pas seulement des diplômes, c'est pas seulement la formation de base, c'est aussi la mentalité. C'est ça. Vous pouvez avoir beaucoup de diplômes et ne pas arriver à faire beaucoup de choses. Vous pouvez ne pas avoir des diplômes de tout et faire des choses exceptionnelles. Donc c'est vraiment le savoir-faire qui nous manque. Et là, je pense qu'il y a des efforts importants. D'abord, pour l'éducation formelle, l'éducation de base, à partir de l'école primaire ou même de la maternelle, il faut commencer à reconstruire une école qui va former de bons cadres. Deuxièmement, la formation professionnelle. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante. Il faut aussi faire des formations professionnelles ciblées sur les besoins du marché et anticiper les tendances, ne pas seulement cibler les besoins actuels, il faut anticiper aussi les tendances du marché.
Parce que si on dit que avant 10 ans, quand vous trouvez un Mauritanien qui veut, par exemple, faire un ingénieur à gaz ou un truc, on lui dit non, il n'y a pas de, faut pas faire ça parce qu'il n'y a rien pour ça. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'avait pas pu anticiper pour former des ingénieurs dans ce domaine-là. Avant, quand j'étais étudiant, on parlait des ingénieurs qui faisaient pétrochimie, on leur disait qu'ils perdaient leur temps. Mais quand on est revenu au pays, il y avait les découvertes du pétrole. Les premiers gisements de pétrole qui a été exploité, Singiti, Manda, etc. Donc, il faut vraiment anticiper les tendances et les réformes économiques, les réformes sociales ne peuvent pas se faire du jour au lendemain. Il faut toujours s'inscrire dans la durée. Et la réforme, il faut lui donner le temps nécessaire pour qu'elle mûrisse lentement, mais sûrement, et pour que les gens l'acceptent. Les réformes trop hâtives ne marchent pas. Et ça, c'est un trait du Mauritanien. Il veut tout de suite. Il ne peut pas attendre de dire, j'ai fait un pas, un deuxième pas demain, un troisième pas après-demain. Et donc, vraiment, il faut qu'on se mette dans la tête qu'il faut une réflexion approfondie pour remettre en cause notre situation actuelle et notre mode de réflexion, notre mode opératoire de manière générale. C'est naturel. L'homme a de tout temps été un oiseau migrateur. Mais ce qu'il faut dire, c'est comment retenir chez nous notre main-d'œuvre, nos ressources humaines qui nous font déjà défaut. Et là, effectivement, on revient à la réflexion sur comment mettre en place notre stratégie économique. Je pense qu'aujourd'hui, on a une certaine main-d'œuvre qui manque d'encadrement, qui manque d'opportunités, qui manque de confiance. Et il faut justement encadrer les jeunes, les former. Vous avez un jeune qui sort aujourd'hui de l'université de Nouakchott ou de l'une de nos écoles supérieures. Ce jeune, il faut l'amener à aimer à travailler dans son pays. Et là, il y a un travail important à faire, non seulement sur les niveaux des salaires, les niveaux de rémunération pour qu'ils puissent être attrayants et ils puissent être concurrentiels par rapport aux autres pays. Le deuxième, c'est avoir la confiance dans son employeur, que ce soit le public ou le privé. La confiance, on ne peut l'avoir pour un travailleur que lorsqu'il a un plan de carrière qui lui rate quelque chose de mieux demain. Si je viens chez vous travailler et que je sais que je suis aujourd'hui, par exemple, agent, et que je regarde dans 10 ans qu'est-ce que je serai avec vous, j'ai dit, bon, je serai agent. Pourquoi être motivé à rester avec vous? Pourquoi travailler avec vous? Mais si vous me dites, voilà, vous êtes agent pendant 3 ans, pendant 4 ans, 5 ans, après vous allez être chef de division, puis chef de service, vous allez évoluer, vous avez l'opportunité que dans 10 ans, vous serez un directeur. Là, je suis motivé. Et vous allez avoir ma fidélité. Donc c'est cette fidélisation qu'on doit prendre en compte dans nos stratégies d'emploi. Il y a aussi le volet formation continue, formation professionnelle. Lorsque, dans une entreprise, on dit le personnel ne peut rien faire, il faut l'amener à le faire. Aujourd'hui, la gestion des ressources humaines est une science à part. Il faut pas hésiter à faire un bilan de compétences pour son personnel, de façon participative, pour qu'eux, ils sachent quels sont leurs points faibles, mais quels sont aussi leurs points forts. Et en fonction d'un bilan de compétences, vous pouvez mettre quelqu'un à une place où il est beaucoup plus efficace que là où il était. Et chacun a un seuil d'incompétence. Vous, moi, tout le monde, chacun de nous, vous l'amenez quelque part, il est bien, vous l'amenez d'un cran au-dessus, il ne vaut plus rien.
Vous l'amenez un cran en bas, il ne vaut plus rien. Mais il faut le mettre exactement à son niveau. Vous allez avoir le maximum de son potentiel. Je pense que tout ça, ça amène à la première idée que j'ai développée tantôt, c'est qu'il faut faire des études structurelles, une réflexion de fond, pour qu'on puisse savoir tout ça. Pensez-vous que actuellement les stratégies qui sont mises en place, que ce soit dans le privé ou dans le public, sur les projets de développement, tant sur l'emploi, tant sur l'exploitation des secteurs, pensez-vous que les stratégies qui sont mises en place sont efficaces? Oui, efficace, c'est trop dire parce que, vous savez, l'idéal n'existe pas. On ne peut pas dire que nous avons, voilà, la stratégie idéale ou l'économie idéale. Mais l'idéal qu'on peut atteindre, c'est quoi? C'est d'être dans une perspective d'amélioration continue, une perspective de perpétuelle remise en cause, d'auto-évaluation et de recadrage de ce que nous faisons. La Mauritanie a commencé à faire vraiment des stratégies économiques globales avec le CSLP, le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, au début des années 2000. Et à partir de là, on commençait à faire des groupes de réflexion thématiques, sectorielles, etc. Mais il n'y a jamais eu d'études avant, vraiment, pour dire que voilà, ce qu'on pense être là, c'est vrai. Sur des bases techniques, sur des bases objectives. Après le CSLP, il y a eu la SCAP. La SCAP a été une nette amélioration par rapport au CSLP. Le CSLP lui-même a été une révolution par rapport à la situation d'avant. Donc, ici, on est dans une perspective d'amélioration. Et vous savez, la connaissance humaine, c'est un cumul des expériences et des acquis de chaque génération. Donc, petit à petit, on construit quelque chose en fonction de ça. Si on continue dans cette perspective, aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à un certain degré de maturité de la réflexion sur la stratégie, qu'on doit évoluer par rapport aux méthodes d'élaboration de ces stratégies. Et donc, elles sont efficaces, oui, à un certain degré, mais elles peuvent être améliorées. Effectivement. Peuvent être améliorées. Et je pense que si on voit aujourd'hui la Mauritanie, la situation où elle est, avec le potentiel de complicité déjà de mémoire, on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quelque chose-là qui ne va pas, il faut l'identifier et il faut vraiment prendre des mesures pour qu'on puisse les dépasser. Selon vos analyses personnelles, c'est quelque chose qui ne va pas avec des réflexions à partager. Voilà, vous savez, moi je suis contre les a priori. Il faut qu'on réfléchisse ensemble. Et il n'y a rien que mieux que la réflexion participative, le brainstorming, des gens qui s'assoient ensemble, qui réfléchissent ensemble ou qui échangent ensemble. Je ne veux pas dire qu'ils soient physiquement collés l'un à l'autre, ils peuvent le faire à distance. Mais c'est que la réflexion soit commune, qu'on partage les idées. Et là, on va savoir, c'est quelque chose, qu'est-ce que c'est? Peut-être que j'ai ma petite idée là-dessus, mais je la garde pour moi parce que ça n'engage que moi. Et donc, il faut vraiment une réflexion pour identifier qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'il faut faire pour aller sur le bon chemin. Actuellement, on a franchi de bonnes étapes, mais c'est pas suffisant avec notre potentiel. Vous savez, le problème de la dette aussi, c'est que on a toujours tendance à dire très endetté, c'est très relatif. La dette en soi n'est pas un mal. Le mal, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette dette? Pour moi, il n'y a pas de pays endetté. Même si vous dites que le rapport PIB sur dette ou sur service de la dette, c'est 100%, moi, c'est pas grave si vous faites quelque chose de rentable, de durable avec cette dette. Donc aujourd'hui, la Mauritanie, moi,
n'est pas du tout endetté. Et il peut continuer à s'endetter. Mais s'endetter pour faire quoi et comment? C'est ça la question. Et là, ça revient toujours à cette façon de dire, d'analyser de façon fine avec les gens du métier, avec les experts, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette dette? Sinon, est-ce que même on a besoin de s'endetter ou non? On parle de plus en plus des PPP. Les PPP, c'est l'un des moyens de financement de certains types de projets de l'économie, mais ce n'est pas la panacée. Ce dont nous avons le plus besoin, le social, ne peut pas être financé par les PPP. Parce qu'il faut des projets qui soient financièrement rentables, économiquement viables et durablement porteurs. On peut faire de grands projets structurants avec les PPP, comme justement un grand projet qui, depuis très longtemps, on en parle, c'est le complexe sucrier de Fumdiglete. Dans la shortlist, j'ai vu qu'il vient de sortir. C'est très important, ce projet-là. On peut faire aussi d'autres grands projets importants. On peut par exemple penser aux autoroutes. Nous sommes le seul pays au monde aujourd'hui qui a 0 km d'autoroute, avec 1 million de kilomètres de carrés de superficie. C'est pas raisonnable. Nous sommes le seul pays au monde aujourd'hui qui a 0 km de voies ferrées privées, c'est-à-dire publiques pour les transports. Je ne parle pas de la Chine parce que c'est une propriété privée, c'est une société. Le seul chemin de fer dont on parle en Mauritanie, c'est le chemin de fer de la Chine. Donc, on ne peut pas rester avec 0 km d'autoroute, 0 km de chemin de fer. Et on est au 21e siècle et on a un grand potentiel économique. Je pense que les PPP aussi peuvent être mis à profit justement dans ce cadre. Et je pense que les pouvoirs publics ne doivent pas hésiter à donner la garantie souveraine pour les investisseurs, pour les mettre en confiance. Et ne pas justement, comme je l'ai dit avant, avoir peur du montant. Si ça s'exprime $1 milliard, c'est pas grave. Peut-être que moi, à mon échelle, c'est inimaginable. Si je reste à mon échelle, mais c'est à l'échelle d'un pays. $1 milliard, ce n'est rien du tout pour un grand projet. Surtout si c'est un projet rentable et un projet important pour l'économie du pays. Et si ces projets-là structurants, il faut en faire un bon paquet pour vraiment mettre le pays dans des conditions où il peut se développer. Vous savez, moi, je n'entre jamais dans les polémiques. Jamais. Parce que ça sert à rien, c'est stérile. Et vous allez trouver que les gens qui sont toujours dans les polémiques, ce sont des gens qui ne produisent rien et qui n'avancent pas. Pour moi, il faut être pragmatique. Et je critique un financement, pourquoi? C'est par rapport à ses résultats. Tout simplement. L'hydrogène vert ou l'hydrogène tout court, c'est vraiment c'est un produit d'avenir. Et c'est un produit stratégique. Parce que, dans quelques années, tous les avions vont voler à l'hydrogène. Vous allez voir que toutes les usines, quasiment, ou toutes les centrales électriques, les voitures, tout ça, ça va se mettre sous l'hydrogène. Parce que la technologie, c'est comme le feu. Il faut une étincelle pour qu'il y ait un incendie. Et l'hydrogène vert, on a commencé à réfléchir à l'hydrogène. Et la réflexion ne va pas se terminer là. Ce sont des idées, des projets qui vont commencer. Et dans quelques années, vous allez voir que ça va transformer la face du monde en termes d'énergie. Donc, tout ce qui peut amener la Mauritanie à se positionner sur ces créneaux stratégiques est extrêmement important pour l'avenir du pays et pour sa situation actuelle. Parce que vous miroitez que vous aurez une situation économique dans 50 ans qui est bonne, ça donne confiance aux investisseurs aujourd'hui. Parce qu'on n'investit pas pour avoir la rentabilité complète de son projet aujourd'hui. On s'inscrit toujours dans la durée. Et donc, on regarde quelles sont les perspectives du pays. Si vous trouvez un pays qui aujourd'hui connaît une embellie exceptionnelle, mais qui est une bulle qui va exploser demain,
vous n'allez pas investir votre argent dans ce pays-là. Je trouvais qu'il a des difficultés aujourd'hui, mais que demain, il va remonter, il y a de grandes opportunités. Vous allez prendre des risques d'aujourd'hui pour assumer justement les dividendes de demain. Donc, je trouve que la critique, pour critiquer, c'est stérile et c'est pas bon. Ce financement, c'est comme tous les financements. Si c'est fait pour des projets qui sont rentables pour les pays et qui peuvent contribuer à son développement économique et social, ils sont bons. S'ils sont faits pour d'autres raisons, c'est pas bon, tout simplement. Et je pense que le projet-là, il est très positif. C'est positif, il n'y a rien de négatif d'après mon analyse personnelle de ce projet-là. C'est un financement qui a été fait pour des choses qui sont très claires, des composantes qui sont très claires, des engagements qui sont très clairs de part et d'autre. Et à mon avis, vraiment, il n'y a pas à s'inquiéter de ça. Donc, par rapport aux recommandations, je n'ai vraiment pas de leçons à donner à qui que ce soit. Je partage tout simplement une réflexion personnelle qui n'engage que moi. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une phase extrêmement importante où on peut faire un bond en avant qui va amener les pays à des perspectives qui étaient inimaginables il y a 2 ou 3 ans. Et pour ce faire, il faut vraiment qu'on se débarrasse de beaucoup de préjugés, qu'on se débarrasse de beaucoup de jugements a priori, et qu'on prenne vraiment notre destin en main, et que toutes les opportunités qui se présentent à nous, on n'ait pas peur de les analyser en profondeur et d'en profiter au maximum. Le secteur privé ne doit pas avoir peur de s'associer. Il faut que les gens, nos investisseurs, nos commerçants, commencent à réfléchir à être dans la tête d'un industriel. Vous avez aujourd'hui trouvé un homme d'affaires qui se disperse dans tous les secteurs. Vous le trouvez, il est dans l'agriculture, au sens strict, dans la pêche, dans l'élevage, vous le trouvez dans l'industrie manufacturière, vous le trouvez dans le tourisme, vous le trouvez dans le transport, vous le trouvez dans les services, etc. Vous le trouvez dans les services financiers, dans les banques. Le même homme d'affaires qui est là à se disperser et il perd de l'argent partout. Et il perd d'énormes opportunités parce que tout ça, s'il l'avait mis dans un seul grand projet, il allait non seulement lui avoir suffisamment de temps pour s'occuper de son projet correctement, mais il allait pouvoir mettre à profit l'économie d'échelle qu'il va réaliser et avoir la compétence nécessaire en maîtrisant un seul secteur. Où il est dispersé partout. On ne peut pas être expert dans tous les secteurs, exceller dans tous les secteurs. Et donc, il faut laisser à chacun sa spécialisation. Tout ça, c'est la spécialisation, la taylorisation et les principes qui ont été au début de la révolution économique et qui ont fait que l'économie américaine a fait un bond en avant extrêmement important. Nous, on a une opportunité exceptionnelle qu'on ne saisit pas. C'est que nous sommes en retard par rapport au monde entier. Nous étions indépendants en 1960. Et quand nous étions indépendants, il n'y avait rien en Mauritanie. Aucun investissement. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas quasiment pas d'immeubles, pas d'immeubles. Et il n'y avait ni électricité, ni eau, ni absolument rien du tout. Il n'y avait pas d'infrastructure. Et donc, nous avons commencé, il y a 60 ans, à partir de zéro. Donc, nous avons le cumul d'expérience de tous les autres pays du monde qu'on peut mettre à profit. Dans chaque secteur, il y a un pays qui nous ressemble, qui a fait des choses qui ont réussi et qui a fait des choses qui ont échoué. Si on fait du benchmarking avec ces différents pays-là,
on va trouver que on peut éviter telle erreur dans l'agriculture, on peut éviter telle erreur dans les mines, on peut éviter, etc. Par exemple, certains pays ont eu des minerais stratégiques extrêmement importants et qu'ils les ont donnés sous forme de permis quasiment gratuits à des multinationales ou à des sociétés étrangères et qui aujourd'hui se mordent les doigts parce qu'ils n'en ont plus. Par exemple, les minerais qui aujourd'hui sont utilisés pour les batteries, particulièrement pour les batteries des voitures, pour le stockage de l'énergie solaire, etc., comme les lithium, le cobalt, etc., c'est des minerais stratégiques. Nous, ce qu'on a de ces minerais-là, on ne doit pas l'exporter brut. Si quelqu'un veut l'exploiter, d'accord, mais venez l'exploiter chez nous, le raffiner chez nous et exporter un produit fini. Nous devons, à chaque fois que nous prenons une décision, réfléchir à domestiquer la valeur ajoutée qu'il y a sur ce produit-là. Ça, c'est extrêmement important. Parce que c'est cette somme-là des valeurs ajoutées qui va faire notre produit. Et qui va faire que la Mauritanie se développe ou ne se développe pas. Chaque produit où on a de la valeur ajoutée qu'on ramène dans notre pays va nous donner des points de croissance. Et donc, je pense que il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut réfléchir avant d'agir. Et c'est ma conclusion.